Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Solène Sacré, je travaille au Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire, donc qui est une association loi 1901 qui a été créée il y a maintenant 6 ans à l'issue de la fusion de deux associations plus petites. C'était le Conservatoire des Rives de la Loire et de ses affluents, et puis le Conservatoire d'espaces naturels de la Sarthe. Donc nous aujourd'hui on intervient à échelle régionale. Je vais d'ores et déjà afficher la présentation. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter ce que sont les tourbières. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'était pas forcément très aisé de trouver un format compatible avec un public très large, sachant qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui connaissent très très peu ces milieux-là, d'autres qui les connaîtront mieux. Donc voilà, j'espère que personne ne va s'ennuyer en tout cas. Donc moi je travaille sur les tourbières et en l'occurrence je suis coordinatrice régionale d'un programme régional d'action dans tous les Pays de la Loire. Donc je travaille avec beaucoup de partenaires environnementaux. On est à peu près 40 structures à travailler sur cette thématique-là. Donc là l'enjeu ça va être de cette présentation, ça va être de vous présenter un peu quelles sont les spécificités des tourbières, comment elles fonctionnent, et surtout comment on les prend en compte dans nos métiers, en tout cas de gestionnaire d'espaces naturels. Alors, je vais commencer. Si on voit. Ouais, alors, on entend des... ouais, peut-être que tout le monde peut essayer de fermer ses micros, juste... oui, n'hésitez pas tout le monde à bien écouter vos micros et vos caméras, s'il vous plaît. Comme ça laisse la parole à Solène. Merci beaucoup. Alors là, j'ai repris un schéma tiré d'une vidéo de l'Agence de l'eau qui avait été publiée en 2016, que vous pouvez retrouver sur YouTube, pour présenter un peu la diversité des grands milieux humides qu'on retrouve en tout cas sur nos écosystèmes français. Donc alors, on peut passer par des prairies humides, des marais doux ou des marais salés, des bras morts au bord de ruisseaux, de cours d'eau en fait en général, des forêts alluviales qui sont des systèmes de terre d'eau en fait à l'interface entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres, des mares, des étangs, des lacs, pas forcément que des lacs d'altitude d'ailleurs, on a des lacs de plaine et des tourbières. Et de la même façon, on n'a pas que des tourbières d'altitude, on n'a pas que des tourbières en tête de bassin versant, on peut en avoir répartis sur tout le bassin versant, et notamment on peut en trouver également en contexte littoral. Donc en fait, ce qui fait la spécificité des tourbières, ça va être le fait que par rapport à d'autres zones humides, type les mares, les lacs, les cours d'eau, etc., en fait, ça va être des terres d'eau, enfin, ce qu'on peut appeler des terres d'eau, c'est-à-dire à l'interface entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres. Et ce qui fait la spécificité des tourbières, en fait, c'est voilà, justement le fait qu'elles soient connectées à des milieux plus aquatiques et des milieux plus terrestres, et qu'elles soient à cette interface-là. Donc, je vais directement rentrer dans la définition de ce qu'est une tourbière et ce qui la différencie pour le coup des autres types de milieux, on va dire de terre d'eau, de milieux à l'interface entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres. Donc en fait, une tourbière, on considère que c'est un système écologique, donc un écosystème, qui possède au moins une des deux propriétés suivantes, c'est-à-dire soit son sol il est constitué de tourbes, donc on verra ce que c'est après que la tourbe. Donc là, on est sur un critère pédologique. Soit la végétation qui l'occupe est potentiellement turfigène. Alors turfigène, ça veut dire une végétation qui produit de la tourbe, qui va s'accumuler pour former de la matière tourbeuse. Donc la végétation turfigène, c'est à la fois des espèces qui vont être ingénieurs, c'est-à-dire qui, de fait de leur présence, vont produire de la tourbe, mais on trouve aussi dans les végétations turfigènes des espèces qui vont être accompagnatrices de ces ingénieurs, et qui vont fabriquer la tourbe en même temps, en fait, en se décomposant, fabriquer de la tourbe avec les espèces ingénieurs. Mais leur présence à elles n'engendre pas forcément de la formation de tourbe. Donc en fait, on est parti de cette définition-là, nous, dans notre programme, donc par le biais de l'intervention d'experts nationaux sur les tourbières.
c'est pas une définition que vous allez pouvoir forcément retrouver dans tous les documents scientifiques et toutes les approches scientifiques. La définition de tourbière à l'heure actuelle, elle fait pas vraiment consensus. Mais en tout cas, pour des gestionnaires d'espaces naturels comme nous, cette définition-là, ça nous permet de travailler sur différents types en fait, de conception des tourbières. Et en l'occurrence, attends, je vais mettre un petit pointeur. Hop. Donc en fait, si on est sur les deux critères de pédologique et floristique, on va être sur des tourbières typiques, c'est-à-dire des tourbières sur lesquelles on trouve de la tourbe dans le sol, et aussi on est en présence de communautés turfigènes, de communautés végétales turfigènes qui produisent de la tourbe en continu. Donc ça, on est vraiment dans le cadre de tourbières vraies. On peut se retrouver aussi dans certains milieux sur des systèmes de cryptotourbières, c'est-à-dire des anciennes tourbières qui ont été dégradées. Et donc là, si vous vous rendez sur une cryptotourbière, vous allez trouver de la tourbe en profondeur. Et sur le dessus, vous allez trouver des végétations non turfigènes, donc qui ne produisent pas de tourbe. Et là, on va être sur une tourbière dégradée. Il y a eu des processus qui peuvent être de différentes natures, qui ont engendré en fait un arrêt de l'activité de production de tourbe. Et puis, on va être aussi sur des épitourbières, c'est-à-dire des systèmes où on n'a pas de sol tourbeux, mais où on trouve des communautés végétales qui sont potentiellement turfigènes et des communautés associées. Donc là, en fait, c'est un peu plus délicat de savoir si c'est ou pas une tourbière, mais en tout cas, les épitourbières nécessitent de s'y intéresser puisque ça peut être des tourbières en cours de formation, en fait. Et nous, en tant que gestionnaires, en tout cas dans ce programme régional d'action en faveur des tourbières, on a choisi de considérer l'ensemble de ces milieux-là pour pouvoir soit veiller à ce qu'elles fonctionnent bien, elles continuent de bien fonctionner pour les tourbières actives, soit les restaurer pour les cryptotourbières, soit les étudier et en tout cas, voilà, de la même façon aussi voir si ces systèmes-là deviennent des tourbières. Donc une tourbière, en fait, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de savoir comment elle fonctionne et comment, surtout, d'où elles puisent leur origine. Donc en fait, la spécificité des tourbières, c'est qu'elles se développent dans des conditions hydromorphes anoxiques. Ça veut dire qu'en fait, donc hydromorphe, on est sur un système de saturation hydrique, donc on a de l'eau en permanence, et anoxique, donc on va être sur des milieux anaérobiose. En fait, ce qui explique cela, c'est que les conditions des milieux, donc à la fois les conditions écologiques, géologiques, hydrologiques et géomorphologiques, mais également les conditions de climat, par exemple des conditions de température basse, etc., vont provoquer des conditions spécifiques qui, elles, bloquent l'activité bactérienne ou fongique, qui, elles, participent en fait à la dégradation de la matière organique. Et dans une tourbière, donc il y a assez peu voire pas d'activité bactérienne ou fongique, et du coup la matière végétale qui se développe sur une tourbière meurt mais ne se décompose pas ou très peu. Donc la tourbe, en fait, ça va être un substrat qui est composé en partie de matière organique, donc de matière non décomposée. Donc c'est assez important de considérer une tourbière, ou en tout cas ce milieu-là, comme un système écologique. Bon, bah, vous connaissez ça, hein, un système écologique, un écosystème. Et en fait, pour vraiment comprendre le fonctionnement du tourbière, on va s'intéresser à plusieurs domaines, on va dire. On va s'intéresser à sa composition, donc quels sont les éléments qui la constituent, c'est-à-dire quelle végétation, quelle composition de son substrat, etc. etc. Quel type de végétation, par exemple, on va trouver sur une tourbière, donc de quoi elle est composée. Quelle est sa structure, donc comment se structurent ces éléments constitutifs, comment se structurent les différentes végétations ou unités de végétation dans une tourbière, comment se structure la matière du substrat, et ensuite, comment tous ces éléments-là constitutifs interagissent entre eux, donc c'est ce qu'on appelle les processus. Donc on va s'intéresser aux flux de matière, d'énergie et d'information qui vont permettre qui structurent et qui permettent à la tourbière de fonctionner.
Donc, je vous ai mis Enfin, l'idée, là, c'est de comprendre un peu comment se forment les tourbières et on va voir que c'est pas si simple que ça. Donc là, je vous ai mis un schéma. Donc, c'est un schéma qui est tiré d'un manuel sur les tourbières de Bretagne qui résume assez bien et assez simple, enfin, de manière assez simplifiée l'origine et la formation des tourbières. Donc là, c'est pour vous montrer un peu la diversité des tourbières qu'on peut retrouver, et notamment en Pays de la Loire. Donc, si je commence par la gauche de ce petit schéma-là, on peut retrouver des tourbières de queue d'étang. Donc, c'est-à-dire, voilà, on a un lac ou un étang d'origine. Et puis, petit à petit, la végétation va coloniser les marges de l'étang ou du lac ou de la mare. Et la matière végétale meurt, se dépose au fond et s'accumule, ce qui va former petit à petit la tourbe. La tourbière bombée, je vous l'évoquerai juste après. Les bas marais bombés, donc là, on est dans des systèmes d'arrivée d'eau par le dessous, donc par les différentes couches géologiques, donc des failles notamment, souvent des failles ou même des nappes particulières qui vont provoquer des émergences. Donc ici, le schéma, c'est plutôt une émergence concentrée qui va provoquer la remontée d'eau et du coup la formation le développement de végétation typique qui va créer petit à petit de la tourbe. Donc là, on a à la fois des apports météoriques et puis des apports par les nappes ou par les remontées d'émergence, quoi. Les remontées d'eau. On peut avoir des tourbières de vallée qui se trouvent en bord de cours d'eau, de fleuves, de rivières, etc. Et par l'influence de la nappe alluviale, du ruisseau, on a des conditions hydriques qui permettent en fait le développement d'une végétation qui s'accumule, etc., qui se décompose, qui s'accumule et qui forme de la tourbe. Les tourbières, ce qu'on appelle les tourbières de pente, en fait, donc on les retrouve dans des situations de pente, notamment en tête de bassin versant, et en fait là c'est également des tourbières d'émergence avec des arrivées d'eau qui peuvent venir de très loin, des arrivées d'eau par les nappes et par donc plutôt de manière horizontale en fait. Et ces arrivées d'eau provoquent des écoulements très lents et continus sur lesquels se développe une végétation turfigène dans certaines circonstances et qui peuvent produire de la tourbe. Et les tourbières de couverture, on va plutôt être sur des cas de domaines de montagne, avec principalement des apports météoriques sur des milieux qui sont imperméables, des substrats imperméables. Donc la plupart de ces tourbières-là, dans leur évolution, elles peuvent aboutir à des systèmes de tourbières bombées. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment dans l'histoire de la vie d'une tourbière, elle peut se déconnecter de la nappe auquel elle peut être connectée dans certains cas. Et ensuite, la tourbe qui se développe en surface, elle va se former par des végétations qui sont alimentées uniquement, ou en tout cas en énorme partie, par des apports météoriques. Donc voilà, la tourbière bombée, c'est un stade final en fait de la formation des tourbières. Donc ça vous donne un peu une idée. C'est assez schématique, mais ça vous donne une idée de tous les différents types de tourbières qu'on va pouvoir trouver. Alors en Pays de la Loire, on va avoir tous ces types-là en fait, sauf la tourbière de couverture, on va mettre moins dans ce genre de système-là. Mais voilà, on va retrouver un peu tout ce genre de système. Là, c'est un petit schéma pour tirer d'une présentation d'un expert avec qui on travaille, Pierre Goubet, qui montre qu'en fait, une tourbière, elle peut être formée grâce à des apports d'eau dans les couches géologiques subjacentes, dans les couches, les différentes formations superficielles sur lesquelles elles reposent et qui peuvent venir de très loin. On a pu étudier des cas où la tourbière puisait son origine, en tout cas en termes d'alimentation hydrique, sur des systèmes qui provenaient de 30 km à la ronde. Et donc en fait, sur ce schéma-là, en fait, on voit qu'une tourbière, par exemple en milieu de bassin versant ou en bas de bassin versant, elle peut fonctionner
avec un système de château d'eau, en fait. On a une nappe, par exemple à plusieurs kilomètres à distance de la tourbière, perchée, qui s'écoule petit à petit dans une couche et arriver en fait au niveau de la tourbière, au niveau altitudinal de la tourbière, en fait, on assiste à des remontées d'eau qui permettent en fait une hydrologie, enfin un apport hydrique constant et qui permet la production de tourbes. Donc tout ça, en fait, ça permet vraiment aux gestionnaires que nous sommes de ne pas forcément considérer les milieux avec une approche uniquement surfacique, mais ça nous permet d'essayer de comprendre un peu plus les fonctionnements, tout ce qui se passe au niveau géologique et géomorphologique, tous les apports hydriques qui peuvent se trouver sous nos pieds, quoi. Voilà, là c'est pour vous montrer un peu ce qui peut se passer en fait au fur et à mesure que la végétation se développe sur une tourbière. On peut arriver à ce que je vous ai montré tout à l'heure, une tourbière qui se déconnecte et qui va être notamment alimentée par les apports météoriques. Donc on parle d'une tourbière ombrotrophe. Et dans certains systèmes, par exemple dans des systèmes alcalins, on peut arriver en fait à passer d'une tourbière alcaline, donc basique, à une tourbière qui va être alimentée uniquement par les eaux de pluie. Et donc, on va retrouver parfois sur des systèmes alcalins des petits bombements acides, puisque les eaux météoriques apportent essentiellement, ou provoquent essentiellement des habitats à tendance acide. Donc là, c'est pour vous montrer un peu, donc en Pays de la Loire, c'est assez particulier, puisque donc nous, voilà, le programme qu'on mène, on le mène à l'échelle régionale. Et à l'échelle régionale, en fait, on va être sur... donc là, c'est une carte au 100 millième, là, géole simplifiée. Donc les Pays de la Loire, bon, vous devez situer, hein, c'est à peu près un espèce de polygone comme ça, quoi. Et on va être à la fois sur du domaine hercynien, donc essentiellement une bonne partie de la Mayenne, la Loire-Atlantique, une partie de la Vendée. Donc on va être sur le domaine hercynien, donc plutôt à tendance acide. Et de l'autre côté, en Sarthe notamment, et à l'est du Maine-et-Loire, on va être sur le bassin sédimentaire parisien, donc à tendance plutôt alcaline. Donc déjà, de comprendre un peu comment se structure et quelle est la géologie de l'endroit où on travaille, on va pas être sur les mêmes systèmes tourbeux. Et on va essayer de comprendre d'où viennent les tourbières sur lesquelles on travaille et comment elles fonctionnent. Donc pour vous donner quelques exemples, en Pays de la Loire, on va être sur différents types de tourbières. Donc une qui est très connue, c'est la tourbière bombée de Launier, qui est en périphérie de l'Erdre, qui est un affluent de la Loire. Donc c'est une tourbière qui est vraiment immense, une des plus grandes tourbières de plaine de France, à dominante océanique. En Brière, donc pareil, influence atlantique, on va être sur les paratourbières de la Brière. Donc la Brière, c'est l'ancien estuaire de la Loire, dans des temps géologiques reculés. En Sarthe, on va tomber soit sur des boulets à Svein, donc des systèmes quand même qui peuvent être acides, en fait, qui sont alimentés surtout par les eaux de pluie. Sur des bas-marais alcalins aussi, en Sarthe ou dans le plateau Beaujois en Maine-et-Loire. Voilà, donc plutôt des grandes prairies, des prairies tourbeuses alcalines. On peut trouver en Mayenne, par exemple, des tourbières de pente, ou on va plutôt les appeler des tourbières de résurgence d'eau concentrée ou diffuse. Et puis, on peut trouver aussi sur notre littoral des marais tourbeux arrière-dunaires, par exemple, comme le marais des Bourbes à Olonne. Voilà. Donc là, c'est pour un peu vous montrer la diversité des milieux qu'on va pouvoir trouver en Pays de la Loire. Donc pour rentrer un peu dans le détail des végétations, pour vous expliquer un peu quel type de végétation turfigène et non turfigène on va pouvoir trouver,
Donc là, ça c'est la petite présentation. Là, ça va être issu d'une clé de détermination qui avait été faite par le Conservatoire botanique qui participe à ce programme régional d'action en tant qu'expert. Donc là, les différents types de communautés qu'on va pouvoir trouver, donc soit dans le domaine acide, soit dans le domaine basique, et puis qui vont vraiment varier en fonction des types de tourbières sur lesquels on va se situer. Donc on peut retrouver donc des communautés de hauts marais, c'est-à-dire donc plutôt en système ombrotrophe, comme je vous l'ai spécifié tout à l'heure. Donc là avec pas mal de sphènes, enfin plutôt des banquettes et buttes à sphènes, voilà, qui vont se situer plutôt sur des formats bombés. Avec, oui, on peut trouver, on en trouve aussi dans la région de la linaigrette. De la bruyère, des drosera, c'est des petites espèces carnivores, donc le rossolis, de la calune, de la narcissie au siffrage aussi. Donc la plupart en fait sont des espèces qui sont assez rares et donc protégées au moins régionalement, si ce n'est à échelle nationale. Dans les petites gouilles de bas-marais acidiphiles, on peut trouver des cortèges type drosera, rhynchospore, blanc ou brun. Là, par exemple, on va trouver ce type de système-là sur les marges de la Brière. On peut retrouver aussi des prairies tourbeuses des bas-marais, donc là, plutôt côté sarthois et Maine-et-Loire, donc avec voilà, une grande diversité de carex, la violette des marais, le trèfle d'eau, Menianthes trifoliata, qui sont des espèces très rares et qui sont très sensibles à l'eutrophie, c'est-à-dire très sensible à la richesse trophique des sols. Donc encore des communautés de bas-marais type herbier aquatique flottant. Donc là qu'on se trouve soit en système acide, soit en système alcalin, mais plutôt système acide. Donc là c'est typiquement ce qu'on peut retrouver en bordure d'étangs, des végétations qui se développent petit à petit à partir des marges des étangs et qui colonisent progressivement ces étangs ou ces lacs. Et puis, on peut aussi trouver des systèmes tourbeux de fourrés marécageux. Voilà, où on va retrouver le Myrica galé, l'osmonde royal, voilà, osmonde royal, une fougère typique des milieux humides. Donc voilà, avec des végétations à saules, à bouleaux et à bruyère. Donc là, on va être plutôt sur donc voilà, dans les tourbières, en fait, on a vraiment une association de différentes végétations. C'est jamais quelque chose de totalement homogène. Hein. Et en marge de certaines communautés turfigènes, on peut retrouver des communautés non turfigènes, mais qui elles aussi participent d'une certaine manière au processus de formation de tourbe. En tout cas, on peut les retrouver dans la tourbe. Elles peuvent constituer la tourbe. Donc là, on va être sur des forêts ou forêts marécageux, à saules, à aulnes, à Bourdaine. Voilà, donc pour vous donner un petit exemple, on va se retrouver aussi sur des systèmes de roselières ou de magnocaricées. Donc ça, c'est vraiment, on en trouve assez fréquemment dans toutes les tourbières sur la région. Ou alors des prairies humides et marécageuses, donc plutôt en marge des systèmes tourbeux. Voilà. Donc ça, c'est pour toute la partie supérieure des tourbes. Donc ce qu'on va retrouver par contre... Ah oui, pardon, j'ai oublié les petites pelouses acidiphiles qui sont aussi également en marge des tourbières. Donc tout ça, c'était pour vous présenter un peu la diversité des communautés végétales qu'on peut retrouver sur les tourbières. Et maintenant, si on se penche un peu plus sur la tourbe, qu'est-ce que la tourbe? Donc tout à l'heure, je vous ai rapidement évoqué le fait que la tourbe, voilà, ça se formait dans des conditions hydromorphes anoxiques. La plupart du temps avec des températures assez basses, donc souvent on est sur des milieux un peu de microclimat, où on est sur des systèmes soit un peu acides, soit neutro-alcalins, selon le contexte. Et les milieux aussi, on est en faible taux, on a des faibles taux d'azote et de phosphore, on est en système la plupart du temps oligotrophe. Donc la tourbe, c'est constitué en grande partie d'eau, de matière minérale et de matière organique. Donc selon les scientifiques ou les experts en tourbière, donc il y en a qui définissent la tourbe comme
un substrat où il y a tant de pourcents de matière organique, etc. Il y en a, il y en a qui disent plutôt 15%, il y en a qui disent plutôt 30%, etc. Et il y en a qui, en fait, avec cette définition pédologique ou ce critère pédologique, définissent des tourbières ou des paratourbières. Nous, on va considérer plutôt que tout est tourbière, mais qu'elles ont chacune des proportions différentes en eau, en matière minérale et en matière organique. Donc, dans les matières minérales, on peut trouver des argiles, des limons, des alluvions, des colluvions, des cristaux, des coquilles de gastéropodes, etc. Et dans les matières organiques, on va trouver des microagrégats, des fibres, du charbon, voilà, et d'autres restes végétaux, des mousses, etc. Donc en fait, on a différents types de tourbes en fonction qu'on se situe, on va dire, majoritairement soit dans un système acide, soit dans un système neutro-alcalin. Un système acide, on va trouver pas mal de débris, de mousse, de fibres, de bruyère, de l'inégrette, etc., etc. On en a un exemple sur la photo de gauche. Et puis dans les systèmes neutro-alcalins, on va être sur une tourbe qui est peut-être un peu moins riche en fibres. Enfin, voilà, mais on va trouver quand même des morceaux de bois, des restes de coquilles. Alors là, bon, je ne vous ai pas montré, mais bon, des fois, on trouve vraiment, la plupart du temps, des coquilles à plusieurs mètres de profondeur complètement intactes, des graines, voilà. Donc la tourbe, en fait, quand on fait nos inventaires, en fait, on va la trouver. Elle est jamais aussi jolie que ça, hein. Là, je vous ai mis des beaux exemples de tourbes. On va la trouver plus ou moins dégradée, donc avec plus ou moins de pourcentage de matière minérale, plus ou moins de pourcentage de matière organique. Et on la classe souvent en pédologie en différents types d'horizons. Donc soit les horizons fibriques, où il y a beaucoup de tourbes, où il y a beaucoup de fibres, pardon, où elle est peu dégradée. Qui, si elle commence à se dégrader, aboutit à un horizon mésique, et qui ensuite, si elle est très dégradée, aboutit à un horizon saprique. Voilà, donc c'est un peu la manière de caractériser les différentes tourbes qu'on va pouvoir inventorier. Là, je fais un petit aparté sur la vie d'une tourbe, en fait. Là, donc ça, c'est aussi une slide qui est tirée d'une présentation de l'expert national avec qui on travaille. En fait, on peut considérer que la tourbe a différentes vies. Elle a une vie d'avant, avec une turfigénèse passée. Elle a une vie pendant, où on va dire maintenant, plutôt il y a quelques centaines d'années, mais qui est d'ailleurs toujours d'actualité dans certains cas, avec des perturbations notamment d'origine anthropique, notamment liées on va dire à l'agropastoralisme, au piétinement, au drainage, aux extractions, notamment il y a plus de 100 ans avec l'utilisation de la tourbe pour se chauffer en combustible, quoi. Et puis la vie d'après, dans le cas où les tourbières soit ont été abandonnées dans les systèmes agropastoraux, ou alors sont gérées depuis quelques dizaines d'années. On retrouve, donc là vous le voyez là sur la photo ici, vous allez retrouver en fait une tourbe assez fibrique, bien préservée, à plus de quoi, là on va être à 1,50 m, 2 mètres de profondeur. À l'intermédiaire, on va être sur un système très compacté, issu en fait de piétinement, de drainage, etc. Et puis, tout au sommet, on va être sur de la tourbe fibrique. Donc voilà, on peut trouver des systèmes comme ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'une tourbe, quand on fait des carottages pédologiques, il faut qu'on soit amené à se poser des questions sur les usages passés sur des tourbières. Et en fait, c'est plusieurs analyses qui permettent de comprendre un peu les passés culturels sur des tourbes, en fait. Et notamment des analyses de macro-restes qui permettent de savoir s'il y a eu du pâturage, s'il y a eu des boisements, par exemple, par brûlage, etc., etc. Donc voilà, donc là, je vous ai un peu parlé des grands types de tourbières, de comment elles sont formées, grosso modo.
des différents types de communautés végétales qu'on peut y retrouver, des différents types de tourbes qu'on peut trouver dans les sols. Donc tout ça permet de comprendre différentes choses, notamment sur les atouts des tourbières. Donc le fait qu'elles accumulent beaucoup de matières minérales non décomposées, de matières organiques non décomposées, donc peu de matières minérales. Les tourbières sont des systèmes qui stockent énormément de carbone. Après, bon, je vais rien vous apprendre sur le reste. Ce sont des réserves d'eau. Elles filtrent l'eau également. Elles sont le support de biodiversité rare issue des dernières glaciations. Donc on va trouver des espèces qu'on trouve nulle part ailleurs en France. Voilà, dans d'autres types de zones humides, les tourbières, elles abritent vraiment des espèces qui sont au final qu'on retrouve assez de manière assez dense sur des systèmes plus nordiques. Voilà. Elles représentent aussi des archives climatiques et écologiques. On va pouvoir, grâce à l'analyse des tourbes, savoir voilà, quel type de végétation il y avait dans le temps, quel type de pollen, donc du coup quel type de climat on avait à telle ou telle époque, etc. Donc voilà, il y a moyen de faire des analyses très poussées en laboratoire sur les tourbes. Et puis des archives culturelles. Bon, là, je vous ai mis une photo de l'homme de Tolun qui a été découvert au Danemark dans les années 50, qui en fait, donc la tourbe, en fait, c'est un super agent de conservation. Donc là, c'est typiquement un homme qui avait été retrouvé. Vous voyez la corde au cou, là, c'est issu d'un sacrifice. Donc ça remonte à moins 350 avant Jésus-Christ. Voilà, donc en fait, c'est un homme qui a gardé ses habits, qui a gardé, on y trouve de la barbe, etc. Donc voilà, super agent de conservation, donc une archive culturelle voilà, super intéressante. Et puis là, je vous ai mis une petite photo d'un nucléus de silex, donc c'est l'outil le support de taille des silex qu'on retrouve régulièrement. En fait, là, on en a encore retrouvé un. On a retrouvé plusieurs petits nucléus en tête de bassin versant en Sarthe lors d'un inventaire il y a un mois. On peut trouver aussi des mottes de beurre dans les tourbières. Voilà, c'est des très bons agents de conservation. Donc là, je repars à échelle mondiale. Les tourbières, ça représente à peu près 3% de la surface, je dis bien surface mondiale terrestre. On ne parle pas de volume parce qu'on a assez peu de données au final sur les volumes de tourbes, même si on en a une idée assez vague. Mais en tout cas, en termes de surface, elle représente 3% de la surface mondiale. En France, ça représente à peu près 0,2% de la surface terrestre française. La majorité des tourbières, en tout cas en bon état de conservation, on va les retrouver dans le Massif central, dans les Vosges et le Jura, dans les Pyrénées, dans les Alpes. En Pays de la Loire, la surface des tourbières, ça représente à peu près 3% des tourbières françaises. Et en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que certes, les tourbières, ça représente que 3% de la surface terrestre mondiale, mais par leur capacité de stockage de carbone, ça représente 75% du carbone atmosphérique mondial. Donc de là, on peut considérer que les tourbières, c'est top pour stocker le carbone, mais si on les dégrade, c'est une bombe à retardement pour le relargage de carbone dans l'atmosphère. Là, je vais vous donner quelques tendances. Donc, par an, on évalue à peu près à 0,1% la perte de surface mondiale de tourbières par an. En France, depuis 200 ans, on a perdu plus de la moitié des zones humides intégrant les tourbières. Donc 50 à 75% des zones humides. Et en Pays de la Loire, là c'est pour vous donner quelques exemples de dégradation qu'on peut trouver en Pays de la Loire. Donc là par exemple c'était au cours des inventaires 2018. Donc on s'est retrouvé sur une tourbière qui était une ZNIEF de type 1 avec donc une zone nationale d'intérêt écologique, faunistique et floristique à forte priorité et qui présentait beaucoup d'espèces intéressantes.
Et quelques années plus tard, en fait, l'usage qu'on en a fait, c'est d'y creuser un étang, de prélever de l'eau, d'alimenter un champ en amont direct, et puis de laisser les écoulements issus de cette activité agricole dans la tourbière. Donc, système complètement dégradé, de manière certainement irrémédiable. Là, vous avez en Maine-et-Loire un drain creusé en bordure de tourbière pour permettre l'accès à des pâtures sur le côté. Bon. Donc ça, c'est un drain qui a été creusé par la commune, par une commune où ils n'ont pas fait les choses à moitié, quoi. Voilà, là, il y a un étang creusé sur tourbe. Donc là, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut retrouver dans les tourbières privées, quoi, enfin dans les systèmes tourbeux, où en fait, on ne sait pas vraiment quoi faire de ces milieux-là. Donc on en fait des zones de loisirs pour la chasse, pour la pêche, voilà, pour que ça fasse joli. Et puis, donc là, on a par exemple en Loire-Atlantique une ancienne exploitation de tourbe qui a été arrêtée dans les années 2010, qui servait à la production de terreau. Voilà, donc sans compter toutes les dégradations, entre guillemets, dont ont pu pâtir les tourbières, notamment par exemple, les combustibles, la transformation des tourbières en surface de culture, etc., etc. Le drainage, simplement pour évacuer l'eau. Donc les tourbières, en fait, c'est vraiment des systèmes écologiques qui ont assez peu été étudiés, et en tout cas, qui ont peu été étudiés dans les 20 dernières années. Là, c'est aussi tiré d'une présentation de Pierre Goubet, l'expert, qui montre qu'en fait, dans la principale base mondiale de données scientifiques, Science Direct, quand on tape peatland, c'est-à-dire les tourbières, et quand on fait une petite analyse sur le nombre de publications scientifiques depuis les années 2000, on passe de 72 publications en 1999 en 20 ans, à 1800. Donc en fait, il y a eu une prise en compte de ces systèmes-là et une montée en exponentielle des études sur les tourbières en 20 ans. Mais on n'en est qu'à l'aune des recherches et de la compréhension du fonctionnement des tourbières dans le monde. Donc c'est vraiment des systèmes qui ont été un peu laissés de côté au cours des dernières décennies. Donc voilà, là je vais aller assez rapidement maintenant sur ce qu'on a mené en fait au Conservatoire d'espaces naturels. En fait, on savait depuis longtemps que plusieurs partenaires, dont nous-mêmes, travaillaient un peu sur des systèmes tourbeux, mais on n'avait pas vraiment connaissance de où se situaient les tourbières, qui faisait quoi, comment on pouvait les restaurer, etc. Donc le Conservatoire et ses partenaires ont monté pendant 2 ans, en 2015-2016, un programme d'action qui se décompose en 4 grands axes d'intervention. Ou plutôt en 3 grands axes. Le dernier, c'est plutôt l'animation d'un réseau de partenaires par le SEN. Donc les 3 grands axes concrets, c'est l'amélioration des connaissances sur les milieux tourbeux en Pays de la Loire, donc en lien avec les connaissances à l'échelle nationale et internationale. Le deuxième axe, c'est la mise en œuvre d'actions opérationnelles de gestion de restauration. Et le troisième axe, donc plutôt valoriser, j'aime pas trop ce mot, mais plutôt sensibiliser et communiquer autour de l'existence de ces milieux-là pour pouvoir mieux les comprendre, les identifier surtout et les protéger. Donc au tout début en fait, de ce programme-là, qui a démarré en 2017, on a commencé à faire une prélocalisation régionale des tourbières pour savoir où est-ce qu'elles se situaient, dans quel état de conservation elles étaient, et si elles étaient ou non gérées, si elles étaient ou non connues, etc. Donc on a commencé à aller chercher toutes les données qu'on pouvait collecter auprès de nos partenaires, des organismes de collecte de données sur les zones humides, notamment le Forum des mers Atlantiques. Et le but, c'était de pouvoir avoir un stock de sites et déjà de savoir un stock de sites à inventorier, à les vérifier sur le terrain et à gérer, mais surtout de savoir où elles étaient et s'il y en avait beaucoup.
Donc, parmi les données qu'on a collectées, les plus anciennes sont les données issues de l'inventaire des mines qui a été fait en 1949 par des étudiants à l'époque qui ont parcouru la France à vélo pour aller faire des carottages de tourbes et pour... en fait, à la base, l'objectif à eux, c'était de savoir où étaient les principales sources de combustible, puisqu'à la fin de la guerre, on avait à peu près cramé toutes les forêts françaises exploitables et on n'avait plus vraiment de matière combustible. Donc voilà, en fait, ils ont parcouru la France, fait des cartes. Et nous, c'est le pôle relais Tourbière qui est basé à Besançon, là, qui nous a envoyé ces cartes-là qu'on a scannées, numérisées, et qui nous fait une super base de données fiable, en fait, où on sait que voilà, dans le temps, il y avait de la tourbe. Et l'idée, c'était de savoir ce qu'il en restait. Donc, pour faire cette prélocalisation des tourbières, on a sectorisé toute la région en secteurs homogènes d'un point de vue écologique, hydrologique et géomorphologique. Donc ça, c'est le travail d'un géomorphologue spécialisé qui nous a fait ça. Ce qui permet en fait de se dire que dans un même secteur, par exemple le 24 ici, une tourbière qui se situe ici ou une tourbière qui se situe, par exemple au nord ou une tourbière qui se situe au sud, mais dans un même secteur, on émet l'hypothèse en fait que son fonctionnement est à peu près le même. Donc, ce qui permet vraiment de faciliter la démarche conservatoire pour un gestionnaire. Donc, voilà un peu ce qu'on a obtenu après collecte de toutes nos données et gros travail de filtre sur ces données tourbeuses. On a rangé en fait toutes les données qu'on a eues par fiabilité. Donc, les plus fiables, c'est les typologies 1, 2 et 10. 10, c'est des données où on n'a que de la pédologie. Et tout le reste, c'est des données où c'est des données uniquement de végétation. Rangées, du coup, par végétation turfigène certaine à végétation associée, en tout cas, à de la turfigénèse, de la production de tourbe active. Donc, en fait, on s'est retrouvé à plus de 70 000 données, ce qu'on n'envisageait pas du tout au départ. Donc, c'est des données de tourbières ou de petites zones tourbeuses, soit avérées, soit potentielles. Donc, on a remarqué qu'il y avait des zones un peu de vide, et ce qui s'explique soit par le fait qu'on a peu d'inventaires qui ont été menés sur ces domaines-là, soit c'est lié à une absence biologique en fait, de tourbières, où les conditions, justement, hydrologiques, géologiques et géomorphologiques ne sont pas réunies ou alors ou très peu pour permettre la formation de tourbières sur ces zones-là. Donc on a identifié des zones à forte potentialité de présence de tourbières et en se basant dans un premier temps sur les types les plus fiables, les plus fiables, on va dire les types 1, 2 et 10, on a à peu près 1600 données, données de polygones sur lesquels on peut trouver de façon quasi avérée des tourbières, donc ce qui représente un jeu de données déjà assez conséquent pour commencer à aller les inventorier. Donc voilà, c'est les inventaires qu'on a fait en 2018 et 2020 sur des secteurs, sur certains secteurs. Donc ces inventaires-là, c'est des inventaires à la fois pédologiques et botaniques, qui sont ensuite, pour certaines tourbières, soumis à des diagnostics fonctionnels un peu approfondis, qui nous permettent de comprendre leur fonctionnement, de déterminer des enjeux de gestion, des enjeux de préservation en tout cas. Donc là, pour vous donner un peu la trame de mon travail, de notre travail avec les partenaires, de l'étude à la restauration. Donc, je sais pas si on... Ah oui, voilà. Donc l'étape 1, c'est de comprendre un peu la géologie, de comprendre ce qui se passe dans le sous-sol, de comprendre l'hydrologie et de voir ce qui se passe dans les sols. Donc souvent, voilà, c'est une étude un peu en amont, étude géole, étude altimétrique, de la topographie, de la microtopographie, voilà, et puis une étude des sols aussi. Donc là, c'est issu d'une étude pédologique d'inventaire, mais la plupart du temps, on va consulter par exemple la donnée de banque du sous-sol, du BRGM, pour savoir un peu comment est foutu le sous-sol, et ce qui peut permettre ou non d'expliquer par exemple la présence d'une nappe captive, la présence de failles au niveau géologique qui pourrait expliquer la présence d'une tourbière à tel ou tel endroit.
Là, ça c'est issu d'un rapport, d'un diagnostic fonctionnel fait par un expert qui travaille avec nous. Voilà, donc c'est typiquement le genre de boulot qu'il fait. Bon, ça paraît un peu compliqué, mais voilà, enfin bon, c'est pour vous montrer un peu ce que ça peut rendre. Donc là, par exemple, une tourbière qui se situe là en Nord-Maine-et-Loire, Sud-Sarthe, à Turbilly, là. Où en fait les données, les données de la base du sous-sol permettent de savoir voilà, quel type de strates on a, donc des sables, etc. Et puis à quelle altitude on est par rapport à des niveaux de nappe, par exemple, et comprendre voilà, s'il peut y avoir des résurgences de sources à tel ou tel endroit. Voilà. Donc l'étape 2, ça va être l'étape d'inventaire pédologique et botanique. Voilà, qui prend quand même pas mal de temps à réaliser. Donc là, sur 2018 et 2020, avec les partenaires, on a à peu près 90 systèmes tourbeux qui ont été inventoriés. Ensuite, on traite les données, donc ce qui nous permet d'établir un peu des cartographies déjà des végétations. Donc là, j'ai mis que les habitats, mais on a aussi des analyses, des profondeurs de tourbes, des caractéristiques de tourbes, etc., qui permettent de déterminer les enjeux de préservation, les objectifs de restauration, le tout en fonction du contexte local. Donc, c'est-à-dire que voilà, on va essayer de comprendre un peu les acteurs du territoire, qu'est-ce qu'ils font et quelles sont les potentialités de gestion de restauration, toujours en fonction du contexte humain local. Ensuite, on rédige des notices techniques, donc assez précises, en redéfinissant un peu tout le contexte physique, foncier, voilà, sur le plan humain, climatique, les études qui ont été réalisées sur les tourbières, voilà. Et puis, on définit les objectifs de gestion et on décrit, on cartographie, on décrit les actions de restauration qui peuvent être menées. Ensuite, on conventionne avec les propriétaires et on rencontre sur le terrain les acteurs du territoire, on démarche les entreprises, etc. Ensuite, on passe à la phase la plus intéressante, les chantiers de restauration. Voilà, avec de la coupe d'arbres, l'évacuation, le débardage, du bouchage de drains, la plantation de haies, etc., etc. Donc, on a plusieurs manière de restaurer des tourbières, en fonction aussi des budgets qu'on peut avoir. Et ensuite, l'étape 6, ou n'importe quand, c'est de sensibiliser les gens, les jeunes, les moins jeunes, les locaux, etc., etc., et essayer de faire comprendre qu'il est, voilà, il est de plus en plus, il est important de bien arriver à comprendre qu'est-ce qu'une tourbière et comment elle fonctionne. Et en continu, on travaille entre partenaires, donc sur toute la région, donc 40 structures différentes, où on organise des formations, des ateliers techniques. On travaille de plus en plus avec les syndicats de bassins versants pour allier un peu nos connaissances sur la restauration des milieux aquatiques et puis la restauration des tourbières. Voilà, bon, après là, je vais passer vite. Là, j'avais 2 exemples de sites qu'on avait restaurés, par exemple en Mayenne, là. Donc là, par exemple, il y a une photo de feuilles de saule quasi intactes à plus de 3 mètres de profondeur. 3 mètres de profondeur, c'est peut-être à peu près 3000 ans de formation de tourbe. Voilà, avec des chantiers de restauration qui permettent de la restaurer petit à petit. Et puis une tourbière à Princiot en Loire-Atlantique sur lesquelles on a 3 espèces protégées. Là. Donc 2 espèces carnivores, là, le rossolis à feuilles rondes, la grassette du Portugal, puis la nartessie au siffrage protégée régionale. Voilà, avec des opérations d'étrépage, de fauche de la Molinie, des brousaillages, arrachage de ronces, etc. Et voilà, j'en ai terminé. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'ai mis quasi 1 heure, mais bon, bref. C'est très intéressant. Bonjour. Bonjour. On va passer aux questions. Du coup, il y a eu énormément de questions sur feedback. Du coup, je vais vous les poser. Ouais. La première, c'est pour étudier la composition de la tourbe des différents horizons. Vous faites majoritairement des carottages? Ah oui.
on fait que ça en fait. Ouais. En fait, quand on arrive sur une tourbière, bon alors déjà on a tout le travail préalable, c'est de capter un peu la microtopographie et puis la plupart du temps on réalise des transects transversaux. Et on a du matériel bon, qui est du matériel bon, c'est pas qui permet d'aller assez vite dans ces sondages. Ça s'appelle une gouge en fait, c'est comme une tarière mais assez fine et qui permet d'aller jusqu'à elle nous permet d'aller jusqu'à 2,50 m de profondeur, ce qui est pas énorme parce que des fois dans la région, on a des tourbières en tout cas de la tourbe qui peut aller jusqu'à 4 mètres de profondeur. Donc, c'est pas forcément l'idéal, mais en tout cas, ça permet déjà de comprendre un peu comment est structurée la tourbe, d'évaluer un peu d'évaluer les passés culturaux, etc. Et de comprendre tout ça. Je sais pas si ça répond bien à la question. Je pense, oui. La deuxième question qu'on nous a posée, c'est est-ce que les changements globaux mettent-ils ces écosystèmes en péril? Ben, j'ai envie de dire oui. Bah oui, ça on s'en doute bien, hein, et pour différentes raisons. Alors changement global, en fait comme les tourbières c'est assez systémique au final, mais comme les tourbières en fait, moi, je dirais peut-être même plus que c'est les activités humaines qui mettent le plus en péril ces systèmes-là. Et notamment, tout ce qui est drainage, l'érosion des sols aussi. En fait, à grande échelle, notre système agricole à l'heure actuelle et depuis plusieurs décennies, en fait, participe à une énorme érosion des sols et ce qui perturbe énormément les écosystèmes. Ce qui enrichit les tourbières, etc. Donc je ne mettrais pas forcément ça sur le dos du changement global, mais plutôt, je préfère me remettre à une échelle un peu plus fine, on va dire, mais d'érosion des sols, de gestion des eaux, etc. quoi. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que les changements globaux, notamment via les températures, en fait, font que les tourbières sont très menacées à l'heure actuelle. D'accord. La troisième question qui nous est posée, attention, y a-t-il encore des tourbières non étudiées en France? Et j'ai envie de rajouter, est-ce qu'il n'y a pas des programmes prévus, si c'est le cas, pour les répertorier, les étudier? Alors, il y a plein de tourbières non étudiées en France. Il y en a, mais je pense que là, on en est vraiment aux prémices de l'étude des tourbières. Il doit y en avoir peut-être, non mais je vais dire vraiment au hasard, mais moi je dirais, il y en a peut-être un 20e d'étudiés à l'heure actuelle. On a des programmes comme celui-là, il y en a, en fait, ils se développent petit à petit. Ils se développent petit à petit en fonction des budgets qu'on peut aller chercher à droite à gauche. Là, nous, le premier programme qu'on avait monté, c'était grâce à un appel à initiative de l'Agence de l'eau fin 2016, donc qui nous avait permis de déployer ce programme sur toute la région. Après, des programmes comme ça, on en a de grands et qui existent, un grand programme en Franche-Comté, par exemple. On en a dans le Massif central. On en a un qui est en train d'être développé en Normandie. Mais oui, non, globalement, il n'y a pas énormément ou en tout cas pas assez, je trouve, de programmes de préservation des tourbières à l'heure actuelle en France. Ça se développe petit à petit, mais ça prend du temps. D'accord. Là, je vais faire une fusion de deux autres questions qui me semblent assez proches. En cas de découverte de tourbières d'intérêt, à qui le déclarer et comment? Et la deuxième, ce serait comment peut-on conserver, préserver au mieux les tourbes? Du coup. Ah oui, c'est une vaste question. Alors, à qui le déclarer si on découvre une tourbière? Plusieurs personnes. Là, je vous invite, j'ai laissé la page finale, je vous invite à aller sur le site du CEN Pays de la Loire pour voir l'ensemble des partenaires du programme. Donc, si vous êtes plus en lien avec tel ou tel partenaire, vous pouvez lui faire remonter l'information ou alors directement à moi. Si c'est une tourbière, par exemple, en Pays de la Loire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail.
C'est possiblement une tourbière qu'on connaît déjà, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de savoir qu'il y en a qui ont été découvertes par-ci, par-là. Les tourbières, ça peut être des choses très petites, hein. Elles peuvent se cantonner à quelques dizaines de mètres carrés, comme on peut en trouver à plusieurs hectares. Donc c'est sûr qu'on ne sait pas encore tout, hein, et pourtant, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Et la deuxième question, c'est comment restaurer la tourbe? C'est comment conserver, préserver au mieux les tourbes. Comment conserver? Bah, ça, c'est... Alors, il y a plusieurs manières de conserver la tourbe, on va dire. En fait, il y a à différentes échelles et spatiales et temporelles, j'ai envie de dire. À l'échelle temporelle, on va dire que le conventionnement ou l'identification d'outils, enfin la mise en place d'outils juridiques ou réglementaires en tout cas. Par exemple, le fait de pouvoir réglementer une zone en mettant, je sais pas, un espace naturel sensible, un arrêté de protection de biotope ou des choses comme ça, quoi. Ça peut être mis en place avec les propriétaires. Le nouvel outil aussi d'obligation réelle environnementale qui s'applique sur 99 ans et qui est rattaché à une parcelle et non pas à un propriétaire. Donc ça, c'est des outils intéressants. Bon, alors, quand je dis sur le long terme, là, c'est à notre échelle humaine, de vie humaine, qu'on peut faire ça. Après, une tourbière, voilà, leur histoire, l'histoire de leur vie, c'est plusieurs millions, enfin, non, millions, j'exagère, plusieurs milliers d'années plutôt. Donc, voilà, on fait des paris sur l'avenir aussi en mettant en place ces outils-là, mais voilà, c'est pas si évident. Et après, à échelle locale, en fait, le tout, c'est moi, je dirais que une tourbière, on la préserve le mieux en la considérant comme faisant partie d'un ensemble et en considérant son bassin versant. Je pense qu'on ne peut pas envisager, ou très peu, de conserver une tourbière de manière durable si on ne considère pas sa place et son fonctionnement à l'échelle d'un bassin versant. Voilà, après, c'est un tout autre sujet sur la restauration des tourbières. On a plusieurs manières de les restaurer en fonction des enjeux, des menaces, etc. C'est une présentation que, si vous voulez, je pourrais donner, mais peut-être pour l'année prochaine. Voilà. Ou en tout cas, non, mais en tout cas, où j'ai plusieurs présentations aussi sous le coude. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Je peux vous les envoyer. En tout cas, ceux qui feront la demande, je peux envoyer des supports de présentation pour vous, pour vous montrer un peu la diversité des actions de gestion à visée conservatoire qu'on peut avoir, soit à notre échelle, soit à l'échelle des partenaires, par exemple en Franche-Comté, en Normandie, dans les Hauts-de-France, etc. Prochaine question, du coup. Déjà, qui remercie pour cette super présentation. Et qui demande comment vous aviez réalisé la carte de la diapo 32 avec les secteurs de conditions homogènes. Ah, alors, avec les secteurs là, donc c'est les secteurs écologiques, homogènes sur les plans écologiques, hydrologiques et géomorphologiques. Cette carte-là, elle a été réalisée par donc un géomorphologue qui est allé chercher des données issues de l'inventaire forestier national, des données du BRGM, ensuite plein de paramètres abiotiques, physiques, des données climatiques, des données sur les aquifères, des données de précipitation, etc., etc. Moi, je ne vais pas être forcément la plus experte pour développer ce sujet-là, mais en tout cas, voilà. En fait, il est allé chercher plusieurs types de cartes différentes. Il les a compilées et en fonction de ce qu'on connaissait des tourbières en Pays de la Loire, il a pu en fait dresser cette sectorisation-là, qui d'ailleurs n'est pas une sectorisation qui est totalement aboutie. Et en fait, elle a vocation à être légèrement modifiée en fonction des diagnostics fonctionnels qu'on va établir sur les tourbières.
elle va peut-être être affinée, c'est-à-dire de 32 secteurs, là, comme vous pouvez voir sur la carte. Je peux vous la remettre. Elle est ici. 32 secteurs. On pourrait aboutir à, je sais pas moi, 40 secteurs, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Mais pareil, après, s'il y a des questions spécifiques, je peux envoyer son... en fait, il avait rédigé toute une méthodologie pour cette sectorisation-là. Si vous avez besoin, il n'y a aucun problème pour la communiquer. D'accord. Je ferai remonter la question s'il recommande pour demander, je dirais. Ouais, ou alors si les personnes veulent prendre l'adresse mail à la fin et me poser directement la question, je la remets. Possible. Hop, la mince. Hop, voilà. Du coup, on passe... Ah oui, non, c'est plus partagé. C'est parti. Bon, je vais la repartager. En attendant, je vais poser la question suivante. Ouais. Qui remercie aussi pour la présentation très riche et enrichissante. Et sa question, c'est comment les études des tourbières se passent lorsque celles-ci sont sur un terrain privé. Les scientifiques, la commune vont vers les particuliers. Alors, ouais, donc non, nous, quand on fait des inventaires, on fait d'abord une recherche du foncier pour savoir voilà, à qui ça appartient. Il nous arrive souvent qu'on nous refuse l'accès au milieu. Et dans ce cas-là, on n'y va pas, bien sûr. Voilà. Donc, les communes... donc, nous, on a accès aux données foncières. On a un partenariat avec le ministère des Finances. Donc, on a accès à ça. Donc, on n'a pas forcément besoin de se rapprocher des communes. Mais dans certains cas où c'est compliqué, on a des tourbières hyper rares, super importantes ou très menacées. Là, dans ces cas-là, on peut monter à des niveaux, on va dire, au niveau des services instructeurs, par exemple, ou en tout cas se rapprocher des communes pour qu'elles puissent nous aider à rentrer en contact avec les propriétaires et voilà, les sensibiliser au mieux. Et des fois, ils nous laissent faire des inventaires sur leur parcelle, mais ils ne sont pas du tout ouverts à de la restauration, par exemple. Donc, ça arrive souvent aussi. Mais bon, globalement, ça se passe quand même assez bien. Mais voilà, ça arrive. C'est à peu près, peut-être à peu près 25% des cas, quoi. D'accord. Prochaine question, du coup. Le terme de tourbière haute, souvent utilisé comme correspond-elle aux tourbières bombées dans votre présentation? Oui, tout à fait. Oui. En fait, tourbière haute, c'est la définition... c'est l'appellation corine, plutôt des communautés végétales de tourbières hautes. Les tourbières bombées, c'est lié à un fonctionnement, mais c'est la même chose. D'accord. Deuxième question, c'est par rapport au terme de paratourbière, un peu plus d'explications dessus. Ouais, alors en fait, paratourbière, c'est un adjectif qui est utilisé par certains scientifiques qui considèrent que une tourbière, c'est de la végétation turfigène. Enfin, c'est au moins de la tourbe. C'est au moins de la tourbe. Il y en a qui considèrent que si on a juste une végétation turfigène, mais sans tourbe, donc c'est-à-dire les épitourbières, ils considèrent que c'est pas une tourbière. Ce qui peut s'entendre. Mais voilà. Et donc en fait, parmi ces personnes-là, ces scientifiques-là, la paratourbière, c'est des tourbières où on a plus ou moins d'épaisseur de tourbe. Voilà. Ou alors on a plus ou moins de matière organique dans la tourbe. Donc ça, c'est basé sur des pourcentages ou des nombres de centimètres. Et en l'occurrence, moi, j'avais utilisé ça pour la bruyère parce que pour moi, c'est un exemple un peu typique de ce qu'on pourrait appeler paratourbière, même si nous, on a quand même exclu ce mot-là, puisqu'il est trop flou, en fait. C'est une tourbière dégradée, en fait, la paratourbière. Voilà. Mais bon, je conseillerais plutôt de ne pas utiliser ce mot-là, puisqu'il est trop flou, il ne fait pas assez consensus, et on ne sait pas, voilà, on ne sait pas vraiment à quoi ça fait référence, si ça fait référence à un pourcentage de matière organique ou plutôt à
voilà, ou une épaisseur de la tourbe. Donc voilà, je le retirerai peut-être de ma présentation si ça fait. Voilà. D'accord. Je vais regrouper 2 questions aussi. C'est pour savoir si les données BRGM et celles de l'inventaire des mines pour la carte sont accessibles directement en ligne. Données du BRGM, oui. Donc, faut aller sur le site Infoterre là, du BRGM. Faut aller voir les données des banques des sous-sols. C'est pas hyper pratique. Ou sinon, sur Géopal, là, quand on travaille sur les systèmes d'information géographique, on a directement accès aux données et aux fiches voilà, qui répertorient un peu les données des sous-sols. Et alors, pour l'inventaire des mines, il me semble pas qu'elles soient disponibles en ligne, et en tout cas, elles sont pas numérisées, il me semble. Nous, on l'a fait pour le cas des Pays de la Loire, mais c'est un travail c'est un travail un peu de titan, donc voilà, nous, on l'a fait qu'à notre échelle. Mais en tout cas, si vous voulez avoir des cartes numérisées, vous pouvez faire la demande au pôle relais Tourbière de Besançon. Donc pareil, ça, je peux vous filer les contacts sans souci des personnes qui pourraient vous transmettre les infos. Merci. Voilà. Il y a encore quelques questions si on peut. Oui. Une question, c'est sur la présence d'un horizon surfacique de tourbe et d'un horizon en profondeur d'argile ou de sable. Est-elle le signe d'une tourbière récente? La formation de tourbe en surface s'est créée récemment. Eh ben, pas forcément. Moi, sur certains milieux, on peut trouver des alternances de tourbes, de substrats plus argileux avec pas de tourbe. Après, de la tourbe, des argiles, de la tourbe, des argiles. Ça, par exemple, on est dans des systèmes de... En fait, ça va vraiment dépendre de comment fonctionne la tourbière. Là sur le cas que je viens de vous expliquer, c'est un système de bordure en contexte alluvial, en fait, de bordure de cours d'eau, où on assiste périodiquement, on assiste, pas nous, mais dans les temps géologiques, à des phénomènes de débordement qui apportent en fait des colluvions, des argiles qui se déposent. Et puis ensuite, quand on se retrouve sur le retour de la rivière dans son lit plus restreint, la tourbe continue, recommence à se redéposer. Donc pas forcément, en fait, c'est pas signe de... la place de la tourbe dans un carottage n'est pas forcément signe de son fonctionnement ou de son non-fonctionnement en tout cas. Ça dépend vraiment de comment ça fonctionne. Voilà, c'est pour ça que si on capte pas dans quelles circonstances de fonctionnement dans quelles circonstances elle se forme, on peut pas tout de suite trancher et dire la tourbière ne fonctionne plus ou voilà. Après, quand même, au niveau de la végétation, pour ce qui est de l'actuel, on peut quand même facilement analyser la capacité turfigène ou non d'une végétation. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et si on remarque dans les premiers centimètres, on a de la tourbe, quoi. Là, on peut se dire, voilà, on est sur des zones en formation et à préserver absolument, en tout cas, de menaces qui pourraient affecter cette végétation turfigène. D'accord. Prochaine question, c'est la formation de tourbière est un processus lent. Et combien de temps faut-il pour observer les résultats d'une restauration? À peu près plusieurs centaines d'années. Donc là, j'ai mis ça dans mon planning à venir. Non, oui, en fait, c'est très lent. C'est très lent. Déjà, la formation de tourbe, c'est en moyenne, mais c'est vraiment une moyenne large, c'est 1 mm par an. Donc, vous imaginez que si on restaure, c'est quand même assez compliqué de voir. En fait, c'est un peu un pari quand on restaure. Mais si on restaure, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Il faut vraiment être sûr de connaître ce qu'est une tourbière et ce que pouvait être la tourbière au moment où elle a été dégradée. Et nous, par contre, pour la restauration, en tout cas pour les résultats, on va se baser non pas sur la tourbe, mais sur la végétation qui se développe suite à la restauration. Voilà. D'accord.
Et puis, bon, la végétation et aussi voilà, les conditions trophiques, le pH, la conductivité. On va faire tout un tas de mesures de suivi qui vont nous permettre de nous dire, bon, voilà, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que ça se remet en place? Et est-ce que la tourbière va potentiellement bien redémarrer? D'accord. Encore 2 questions pour l'instant. Il y a merci pour ce retour d'expérience. Ils font comment faire pour ne pas dégrader encore plus les tourbières lors de la restauration? Est-ce que ne rien faire peut être aussi une mesure intéressante, ou bien la tourbière a-t-elle besoin d'assistance technique pour être restaurée? Alors là, comme tous les milieux humides, et comme tous les milieux en fait. Alors il y a des cas où c'est tellement dégradé que ça servira à rien de la restaurer, ou en tout cas on mettrait trop d'argent pour ne pas être sûr de la restauration. Il y a des cas où en fait ça sert à, oui, la libre évolution, on n'intervient pas. En fait, pour moi, en tant que gestionnaire, la non-intervention fait partie d'une action de gestion. C'est-à-dire qu'on n'y va pas, quoi. On laisse la nature continuer à évoluer de sa propre vie. Et par contre, on s'assure que sur les marges et sur le bassin versant, on n'ait pas de menaces qui puissent entraver cette vie naturelle de la tourbière. Chose qui est quasiment impossible, en fait, de s'assurer qu'à l'échelle du bassin versant, rien ne se passe pour qu'elle dysfonctionne. Après, bon, il y a des processus aussi naturels qui font qu'une tourbière vit et meurt sans intervention humaine, même si c'est assez rare, mais ça peut arriver, en fait, en théorie. Voilà, et sinon, oui, l'assistance technique, quand on a fait un peu des conneries sur les tourbières, là, je peux vous montrer sur celle-là, en fait, à la Baconnière. Donc là, on était sur une tourbière, là, on est en tête de bassin versant, c'est une tourbière bombée, sur laquelle, en fait, il y a une résurgence de source au nord de la tourbière. Et dans les années 60, la commune a utilisé cette tourbière pour faire des captages d'eau à destination des habitants. Et pour utiliser cette surface qui ne servait à personne, ils ont planté des épicéas. Donc là, vous voyez une photo de 1964, il me semble, ou un truc comme ça, 70, où on commence à voir la plantation d'épicéas. Et en fait, tout était, là on peut le voir sur la photo, planté en épicéas. Il restait des petites zones ouvertes où la sphaigne se développait encore au niveau des émergences. Et en fait, là, l'objectif, mais c'est toujours d'actualité, ça fait déjà 2 ans de suite en 2018 et en 2020, qu'elle a commencé à être restaurée, c'est d'abattre tous les épicéas, de tout extraire de la tourbière, et ensuite de venir gratter tout le lit là, d'épines et de matières hyper acides issues de la production d'épicéas, qui d'ailleurs n'a jamais été exploitée, puisque c'est, je sais même pas pourquoi ça n'a pas été exploité, bref. Donc là, le but, c'est de tout évacuer. Là, c'est propriété communale, la commune nous accompagne là-dessus. Et puis de voir comment la végétation repart. En fait, c'est ici, là, au sommet de la tourbière, comment la végétation des sphègnes, etc., va pouvoir se répartir sur la tourbière. Donc par exemple, là, il y a besoin d'une énorme intervention technique. Chose qui n'est pas le cas par ailleurs, par exemple sur la petite tourbière du chêne moisin. Donc là, on avait fait un petit estrépage, mais sur le reste, la tourbière se vit de sa belle vie, quoi. Voilà. On va peut-être passer à la dernière question, qui est la destruction de ces milieux relâcherait donc plus de carbone dans l'atmosphère, ce qui augmenterait le taux de gaz à effet de serre, et donc augmenterait davantage le réchauffement climatique. Voilà. J'ai rien à rajouter. C'est en question. Exactement ça. Et en fait, là, les réchauffements climatiques, les réchauffements. Oui, si, les réchauffements, notamment, on va dire les dérèglements climatiques, je préfère dire ça. Ça fait du souci beaucoup, notamment au niveau des grandes tourbières sibériennes et scandinaves, etc., puisqu'elles renferment énormément de carbone, et là,
qui dit réchauffement dans ces zones-là, dit relargage du carbone, et alors là, bombardement, quoi. Mais bon, moi, je me dis, on essaye déjà de faire à notre échelle régionale, ce qui est déjà pas mal, et puis après, on verra pour la suite. Ou peut-être d'ailleurs, on verra pas, parce qu'on sera plus là, mais bon. Voilà. Il y a une question qui s'est rajoutée juste à la dernière minute sur ce que vous venez de dire. C'est ces réchauffements pourraient-ils changer les microclimats locaux? Ah oui, complètement. Bah oui, parce que une tourbière qui ne fonctionne plus localement, ça modifie directement le microclimat. Et du coup, de fil en aiguille, ça modifie les climats un peu emboîtés, quoi, à différentes échelles. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, moi en tout cas là, près de chez moi, moi j'habite à Nantes, mais il y a des petites zones humides là, la petite Amazonie qui est une zone collée à la ville. Par exemple, en plein été, quand je passe juste à côté, il y a une baisse de 5 degrés de la température, quoi. C'est assez incroyable. Et les tourbières font partie de ces milieux humides qui permettent de maintenir des microclimats qui sont super, super importants à préserver. Hein. Voilà. Mais oui, tout à fait. Merci pour toutes ces réponses et toute cette présentation. Merci pour votre attention à tous et à toutes. Et du coup, on peut suivre. Oui. Ah, oui. En fait, j'aurais une question. J'arrive pas à trouver le truc où on met les questions. En fait, j'ai 3 questions exactement. Déjà, vous aviez dit que les tourbières pouvaient trouver leur source au niveau de l'eau, au niveau hydrique, à plus de 30 km. Mais du coup, est-ce qu'elles agissent un peu comme une éponge lorsque l'eau passe en dessous et que ça attire l'eau puisque c'est un endroit où l'eau est stagnante ou est-ce qu'il y a un autre procédé qui se fait? Non, c'est un autre procédé. En fait, justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, à ces échelles-là, à 30 km à la ronde, c'est pas la tourbière qui va, par sa toute micro-surface et sa toute petite par sa micro-profondeur et sa petite surface à l'échelle des 30 km, c'est pas la tourbière qui va faire le rôle d'éponge et attirer l'eau à elle. C'est plutôt des systèmes de châteaux d'eau, en fait. On a des nappes perchées qui en fait s'écoule sur une pente progressive, quoi, et en fait à un moment donné par des systèmes de failles, l'eau va ressortir par effet, on appelle ça des systèmes artésiens, il me semble, de puits artésiens, où en fait il y a tellement de pression dans la nappe que par l'intermédiaire de petites failles verticales, en fait l'eau ressort en surface. Et après, par contre, la tourbière, elle peut jouer ce rôle d'éponge aussi de succion de l'eau en profondeur, mais plutôt par la végétation. Et ça va se jouer vraiment à l'échelle locale de la tourbière, en fait. Ça va se jouer sur quelques mètres de profondeur, mais en tout cas pas sur les origines profondes de l'eau qui dans ces systèmes-là, peuvent arriver de plusieurs kilomètres à la ronde. Ouais. D'accord. Et la deuxième question, c'est... merci en tout cas de la première réponse, évidemment. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on retrouve des tourbières partout dans le monde, donc sur tous les continents, ou c'est uniquement dans les pays plus scandinaves, plus Non, ouais, on en retrouve partout. En fait, on en retrouve partout. Après, il faut quand même que ce soit des climats assez humides, mais on en retrouve au niveau tropical, on en retrouve en Afrique centrale. Il y a d'énormes tourbières en Afrique centrale. Là où il y a des climats justement assez humides quand même, les tourbières, il faut qu'on ne va pas en trouver en plein milieu du désert, quoi. Mais oui, en fait, il y a plusieurs dizaines d'années, on pensait que les tourbières, on les retrouvait uniquement en Russie, en Norvège, Suède, Finlande, au Groenland, etc. Mais non, en fait, on en retrouve un peu de partout. Après, c'est vrai que nous, en Europe, en France, on va être sur une limite sud quand même de la répartition des tourbières. En Espagne, on va en trouver beaucoup moins, par exemple, parce qu'on est sur des climats un peu moins humides qu'en France. Donc il y a cette espèce de gradient. En fait, vraiment, les tourbières, on va les retrouver sur des gradients climatiques, température, humidité, qui sont particuliers. En tout cas, mais non, on va vraiment se trouver dans le monde entier. Hein.
Sur la carte, là, on voyait un peu la répartition. Faut que je vous la retrouve. Donc, voilà. Oups, c'est après, pardon. Ici, là, plus c'est marron foncé, plus il y a de tourbières. Donc, vous voyez qu'on en retrouve en Afrique centrale, on en retrouve en Indonésie. Et puis, alors oui, beaucoup Groenland, Europe du Nord et Russie, quoi. Et en France, vous voyez, ça fait quand même partie d'un des pays où on est censé en trouver le moins, quoi. Donc, ça veut bien dire qu'on est en limite. Mais pourtant, on en trouve. Des petites. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que c'est faisable de créer des tourbières artificiellement? Parce que... Oui. Au Jardin botanique de Nantes, ils font ça. Non, oui. Oui, si, on peut. Il suffit d'y mettre quand même pas mal d'énergie. Il faut aller chercher les bonnes plantes. Il faut quand même avoir une petite couche de tourbe, je pense, initiale. Mais oui, on peut recréer. Non, je dis ça, c'est très artificiellement. Mais après, oui, on peut. En milieu naturel, c'est peut-être un peu plus compliqué quand même de créer, parce que en fait, le fait de créer une tourbière, en fait, il faut s'appuyer sur la géologie, sur la géomorpho, les conditions hydriques locales. Donc non, en tout cas, on pourrait, mais il n'y a pas forcément d'intérêt à le faire. D'accord, c'est pas une solution d'avenir, quoi. C'est pas quelque chose qui permettrait. Moi, je me dirais plus, on préserve les milieux humides, on préserve les épitourbières, quand bien même ça ne devient pas des tourbières, on préserve les zones humides, et puis potentiellement ça deviendra des tourbières plus tard. Et de manière générale, je pense que si on préserve la nature dans son ensemble, ça permet de préserver les tourbières aussi. Puisque si on ne préserve pas un coteau qui est en amont d'une tourbière, si on en fait n'importe quoi, en fait, ça va finir par dégrader la tourbière, etc. Donc, moi, je ne suis pas forcément partisane de recréer de la tourbière, mais plutôt de les préserver, de mieux les connaître, ou alors de les restaurer, parce qu'il y en a quand même énormément qui sont dégradés, qui ne fonctionnent plus et sur lesquels on peut considérer que les conditions locales, physiques, abiotiques sont existantes, sont favorables à l'existence des tourbières. Donc du coup, mieux vaut pour moi se focaliser sur ces milieux-là dégradés pour les restaurer plutôt que de recréer des conditions, en fait. Ça serait potentiellement un coup d'épée dans l'eau, quoi. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses et merci beaucoup pour la présentation. Elle était hyper intéressante. Bon, mais avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient poser d'autres questions avant qu'on termine? A priori, non, c'est bon. Du coup, remercie pour cette intervention. Merci bien pour l'organisation. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et du coup, pour vous suivre, on a la possibilité de vous revoir sur le Facebook, Instagram et le site internet, c'est ça? Et vous envoyer des mails si possible. Tout à fait. Et puis je vous souhaite du coup une bonne journée, bon fin week-end et puis à bientôt, j'espère.